maintenant à notre premier duo, Back from NRF, Olivier Le Garlantezec de LVMH Group et Arnaud Pelletier d'IBM Consulting. Ensemble, ils nous partagent la vision d'un acteur référent du luxe. Vous m'avez fait une blague, c'est ça? Bonjour. Non. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Donc, j'ai le plaisir d'être avec vous ici sur scène. Je suis Arnaud Pelletier, donc je suis directeur de l'innovation pour IBM Consulting et puis également directeur de l'entité qui s'appelle IBM Studio Paris, qui est dédiée à l'innovation et à la transformation de nos clients. Olivier. Et donc, quant à moi, Olivier Le Garlantezec, LVMH, je suis directeur des partenariats digitaux et tech. Ma mission avec l'équipe, c'est d'accompagner les 75 maisons du groupe LVMH dans l'accélération de leur transformation digitale, notamment en sélectionnant les meilleurs partenaires sur tous les sujets prioritaires, de la petite start-up jusqu'au gros Salesforce, par exemple. Donc, on gère aussi dans l'équipe le LVMH Innovation Award, qui est devenu le plus grand concours de start-up en Europe, adossé à Vivatech. Et puis, avec tes équipes, Arnaud, on gère depuis 5 ans un lab d'innovation au siège, avenue Montaigne, à Paris. Merci. Donc, le but aujourd'hui, c'est de partager avec vous une expérience que nous avons vécue à New York, la NRF, de vous faire un retour très opérationnel, très proche du terrain finalement de cette NRF. Alors, qu'est-ce que la NRF déjà? C'est un salon, c'est le plus grand salon du retail mondial, je pense que la plupart d'entre vous le connaissez. Ce sont 3 jours ça dure 3 jours du 14 au 16 janvier. Il y a plus de 1000 exposants, 350 sessions et conférences, et il y a eu cette année plus de 35 000 visiteurs. On a atteint les records des années avant Covid, et c'est un point extrêmement important, vous le verrez. On retrouve une dynamique attendue finalement par tous depuis un certain temps. Nous avons également, et c'est également cela que nous allons partager avec vous, effectué un store tour. Nous avons fait un tour des boutiques les plus innovantes new-yorkaises. Nous avons fait ça le dimanche, avec une trentaine de personnes du groupe LVMH, des maisons et du groupe, avec Olivier donc, pour découvrir cette tendance retail. Et nous avons visité un certain nombre de boutiques, et c'est ce que nous allons partager avec vous, ces grandes tendances de la NRF et de New York. 4 axes principaux se dégagent de ce séjour new-yorkais, si je puis dire, de cette NRF et de ces visites de sites. La première tendance, elle est essentielle, c'est la tech. Mais la tech pour une expérience augmentée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a perçu un changement, que la tech était moins omniprésente, mais elle était plus ciblée, parfois plus discrète, plus efficace. C'est un point important, on reviendra largement là-dessus avec Olivier. Le second, les boutiques, les magasins, les stores sont des lieux de retailtainment. C'est-à-dire qu'on va trouver une expérience exceptionnelle, autre que celle uniquement de l'expérience d'achat. La troisième, le commerce durable. L'authenticité et tout ce qui est CSR sont des éléments de plus en plus présents dans ces boutiques. Et enfin, la notion de service, bien sûr, continue à se déployer et se développer. Donc la première tendance, Olivier, qu'on a perçue, c'est la tech pour une expérience augmentée. Elle est moins présente, mais quand elle est installée, comme je le disais, elle fonctionne. Par le passé, on a vu beaucoup de tech qui ne fonctionnaient pas lors de ces tours. On a vu vraiment des écrans qui ne fonctionnaient pas, des dalles tactiles qui ne fonctionnaient pas. C'était beaucoup plus rare. La tech était moins présente, elle permettait une expérience beaucoup plus fluide, elle permettait de personnaliser un certain nombre de choses, et on a découvert aussi des premières tendances autour du Web 3 et de l'engagement client. Pour illustrer ça, on avait la boutique COS notamment, avec son Smart Mirror qui permettait d'avoir de l'assistance virtuelle, de l'essayage en boutique, un certain nombre d'éléments comme cela. On avait Ferragamo avec un produit en 3D qui était personnalisable directement depuis cette console 3D. Lego, une boutique emblématique de New York, qui est vraiment un lieu où on retourne en enfance, mais avec des technologies et des expériences exceptionnelles proposées aux visiteurs, notamment ici une capacité à configurer ses propres Lego, ses propres personnages. Chez Pollen, là c'est la personnalisation, c'est la technologie qui est présente dans la boutique avec un bras robotisé au cœur de la boutique qui permet de customiser ses propres produits et de les créer soi-même. Pour ce qui est du Web 3, il y a tout ce qui est Ferragamo, là encore, qui permettait aussi de créer son propre NFT, donc dans une logique d'éducation. Et là aussi, chez Solana, tout ce qui était un apprentissage ludique du Web 3, avec la capacité à créer ces NFT et à en voir les usages. Alors Olivier, j'ai essayé de brosser et d'imager rapidement des choses que nous avons perçues, mais pour toi, autour de cette logique de technologie en boutique, qu'est-ce qui ressort principalement ?
Effectivement, je pense que c'est Emmanuel Vivier qui dit ça. Le retail n'est pas mort et c'est ce qu'on a vu. Je pense que même si, objectivement, à New York, ce qui fait bizarre par rapport à il y a 3, 4, 5 ans, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de monde. Beaucoup de moins de monde dans les rues, beaucoup moins de monde dans les boutiques. Mais en tout cas, le retail est bien présent. Et je dirais que le focus est donné sur l'expérience client in-store. Il y a pas mal de boutiques encore fermées, ce qui est très surprenant. Mais en tout cas, celles qui sont là mettent le focus sur l'expérience client. Tu as raison, la tech pour la tech, je crois que c'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a un élément fondamental, c'est qu'il n'y a quasiment plus d'écran. Avant, on voyait des écrans de partout, à l'image de Times Square. Aujourd'hui, les écrans sont très discrets. Une fois sur deux, ils ne marchent pas d'ailleurs quand c'est interactif, donc c'est très surprenant. Les store managers nous disent qu'il y a des vraies problématiques de maintenance. Donc on revient back to basic. En revanche, la tech, finalement, quand elle est là, et elle est de plus en plus présente, elle est de plus en plus invisible, je dirais. À l'image des applications de clienteling pour les vendeurs, à l'image de solutions pour avoir une visibilité sur les stocks. Et quand la tech est là, quand la tech est visible, c'est vrai qu'on est très focus sur l'expérience client, sur la customisation, la personnalisation. Tu citais Lego tout à l'heure, il y a 20 minutes de queue constamment chez Lego, parce que la promesse, c'est de pouvoir customiser ton petit personnage, des boîtes de jouets, faire ton portrait en Lego. C'est quelque chose de totalement nouveau. Alors, il y a l'événement lui-même, la NRF, où là, on a vu énormément de choses autour de tout ça. Énormément d'acteurs autour de la 3D. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais la customisation, la personnalisation, le virtual try-on, c'est des éléments fondamentaux aujourd'hui. Énormément de services autour de l'omnichannel, l'omnicanalité, c'est le must-have absolu aujourd'hui. C'est ce qui ressort de la NRF. Pas mal de choses autour du live shopping. Alors on parle beaucoup du Web3, mais en réalité, honnêtement, il n'y avait quasiment rien. Les deux exemples que tu as donnés, c'est quasiment les seuls. Effectivement, la boutique Solana, Ferragamo qui propose in-store de pouvoir récupérer, de dropper immédiatement un NFT. Mais on en parle beaucoup, mais la réalité, c'est qu'à New York, c'est encore, dans la vraie vie, in-store quasiment inexistant. Si, on va poursuivre avec la tendance d'après. C'est cette logique de retailtainment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains lieux, certaines boutiques deviennent emblématiques, semblables à des musées, proposent des divertissements, des activités sociales, et puis cette logique, c'est pas nouveau en revanche, de lieux instagrammables, cette volonté de véritablement favoriser la photo et la diffusion de photos. Donc pour illustrer ça, il y a cette boutique Sabayasashi, qui est exceptionnelle. Vraiment, si vous allez à New York, allez-y, ça vaut tous les musées du monde. Vous êtes plongé dans une ambiance indienne exceptionnelle, avec des produits issus du commerce durable absolument fabuleux. La boutique Cartier aussi, le flagship, propose des salons extrêmement luxueux. Vous avez, bien sûr, on en a parlé, la boutique Lego, avec toutes ses activités nombreuses et variées. Chez Nordstrom, vous avez ce qu'ils appellent le shoe bar, un bar qui est vraiment fait pour se reposer, socialiser, qui est lui aussi très ouvert au milieu de la boutique pour proposer une pause finalement au cœur de votre shopping. Chez Wilson, c'est des terrains de jeu pour tester les produits, mais aussi organiser des événements sociaux. Et puis vous avez, on ne pouvait pas ne pas le citer, bien sûr, Vuitton avec son pop-up store absolument exceptionnel et puis son flagship, le tout aux dernières couleurs et tendances du moment. Alors justement, sur cette logique d'entertainment en boutique, quelles sont, pour toi Olivier, et pour le groupe LVMH, finalement, les tendances qui ressortent principalement? C'est vrai que le retail et le e-commerce sont un peu mis à mal en ce moment. Donc certains retailers ont bien compris, et à New York en premier lieu, que pour continuer à faire venir des clients en boutique, il fallait proposer une expérience différente du e-commerce, mais aussi des boutiques traditionnelles où il y a simplement des produits posés sur des étagères. Donc il y a deux grandes tendances qu'on a remarquées. La première, effectivement, comme tu le disais, c'est le fait de proposer des expériences. Je vais vivre une expérience, et parfois très interactive, en boutique. Et puis la deuxième tendance de fond, c'est un raz-de-marée, c'est de créer de toutes pièces des boutiques qui sont instagrammables. Donc sur le premier pan, effectivement, tu as cité un certain nombre d'exemples. Sabayasashi, effectivement, c'est un musée à ciel ouvert, c'est-à-dire que pendant une demi-heure, vous avez les yeux écarquillés et puis vous êtes au milieu d'une brocante plus. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors volontairement, à part Vuitton, vous avez vu qu'on va citer aujourd'hui que des exemples autres que LVMH pour s'inspirer. Mais en tout cas, c'est vraiment inspirant. Lego, t'en as parlé. Wilson, c'est quand même dingue. C'est que vous arrivez dans la boutique Wilson, vous voulez acheter une raquette de tennis, vous allez pouvoir essayer la raquette sur un terrain de tennis.
du matériel de basket, vous allez pouvoir jouer sur un véritable terrain de basket en plein New York. Donc moi, c'est du jamais vu aussi. Dans l'univers du jeu et des jouets, là aussi, il y a un bouleversement. À l'image, malheureusement, de Toys R Us, toutes les boutiques ferment à travers le monde. Mais en revanche, à New York, il y a 2 acteurs qui sortent du lot, Fao Schwartz et Camp. Là c'est des boutiques, si vous voulez. À l'inverse, c'est Camp qui a ouvert 10 boutiques depuis 1 an. Et il y en a 2 ou 3 à New York. Vous y allez avec vos enfants pour passer 2-3 heures, une après-midi, comme dans un summer camp, comme dans un parc d'attractions, pour vivre une expérience de dingue. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous amuser, customiser des voitures, votre Barbie, etc. On est très 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 loin de l'expérience que j'ai moi chez Toys R Us il y a quelques années. On n'est plus du tout dans ce schéma-là. Et puis pour revenir sur des éléments plus fashion, mode, et sans parler de luxe, on a une enseigne qui s'appelle Woolrich, qui notamment propose des jackets, enfin des doudounes. Et rien de mieux que pour essayer une doudoune que d'aller en situation, à un endroit où il fait froid. Donc dans cette boutique, vous avez une sorte de frigo qui fait 20 mètres carrés, et il est fait moins 15 degrés, et vous allez pouvoir essayer votre doudoune pendant 1 minute, 10 minutes, une demi-heure si vous le souhaitez, pour confirmer votre choix. Deuxième tendance, les lieux instagrammables. Là, puis vous le voyez autour de vous, vos amis, effectivement, quand on va à New York aujourd'hui, on n'en voit pas, on ne partage pas que des photos de Times Square et de Central Park, etc. On partage des images, des expériences in-store. Alors effectivement, Louis Vuitton et la boutique à New York, mais d'ailleurs dans toutes les grandes capitales du monde, même aux Champs-Élysées, c'est une expérience de dingue. Et effectivement, il y a des millions d'images qui sont partagées sur les réseaux. Mais effectivement, on a notamment le musée du ice cream. Ça aussi, c'est complètement dingue. Il y a une demi-heure de queue sur Broadway. Musée de la comment on appelle ça, la glace, ice cream. Et c'est même payant. On paye $30 pour y rentrer. Et derrière, tout est fait pour pouvoir partager, photographier cette expérience autour de nous. Alors, je vois que le temps tourne. Je vais accélérer un tout petit peu sur une tendance extrêmement lourde et extrêmement importante aussi. C'est tout ce qui est logique, commerce durable, authenticité et CSR, comme je le disais. Donc, on voit de plus en plus de produits sustainable dans les boutiques, tout ce qui est e-commerce, etc. Donc, comme je l'ai promis, je vais aller vite. On a Pollen qui propose finalement toute sa boutique. Le mobilier est constitué de produits recyclés, mettant en avant énormément le recyclage. Chez Golden Goose, on a été très frappé par Golden Goose et tout ce qu'ils ont proposé en termes de personnalisation et de recyclage, avec notamment des possibilités de réparation, de customisation d'articles, en reprenant des produits, en faisant du reuse de produits, de la revente, l'aide à la revente. Là aussi, c'est quand même une notion importante de se dire qu'ils ont pris toute la chaîne de sustainability et ils la proposent en boutique. Et puis, bien sûr, la capacité à permettre de recycler ces produits lorsqu'on va en boutique. Donc, il y a une vraie expérience de bout en bout qui est proposée par Golden Goose. Là-dessus, sur le commerce durable, quelles sont un peu les grandes dimensions que tu perçois? Et là aussi, très rapidement, puisque le temps est très rapidement, il reste que 2 minutes, donc on va aller super vite, mais c'était un petit peu tout dit. Effectivement, il y a des acteurs sur la sustainability qui claiment haut et fort de proposer des produits green. On a la transparence aussi sur les ingrédients et même les matières, de plus en plus, à l'image de Allbirds sur les sneakers, par exemple. On a des produits réparables, tu en as parlé. On a, depuis 5 ans maintenant, mais à New York, tout ce qui est seconde main, location, c'est vraiment ancré dans les usages. Alors sur ces éléments-là, chez LVMH, on a 2 initiatives. On a notamment, autour de l'authenticité et la traçabilité, on a lancé la blockchain Aura, qui est devenue un consortium indépendant, non-profit, qui accueille des use cases de marques de luxe. Pas que les nôtres, on a du Richemont, du Cartier, du Prada, du Mercedes, sur ce terrain de jeu-là. Et puis, ce qui m'a marqué aussi, autour de l'inclusion notamment, vous allez chez Victoria's Secret, on est très très loin de l'image qu'on avait des défilés il y a 5-10 ans. Aujourd'hui, vous avez in-store des mannequins qui représentent la marque et les produits, qui sont de toutes couleurs, toutes tailles, toutes formes, tout âge. Et effectivement, ça, c'est extrêmement nouveau. Merci. Je poursuis sur ce rythme effréné. La dernière notion, c'est la notion de service. Et qu'est-ce qu'on va voir derrière ça? Cette notion de click and collect facilité en magasin, y compris le retour en magasin qui est vraiment facilité, automatisé avec des box, des QR codes pour vraiment permettre une très grande fluidité. J'évoquais la capacité à avoir des artisans au service de la customisation en boutique. Chez Nordstrom, un studio qui permet de personnaliser un certain nombre de produits, toute gamme, tout type. Et puis, là encore, chez Nordstrom, un lounge, un stylist lounge, où vous avez un conseiller qui va pouvoir passer avec vous
toute une journée pour vous guider dans votre choix de produit. Ce qui est intéressant, c'est que sur le web, en amont, vous pouvez avoir, il y a différents types de conseillers, de stylistes, et vous avez un peu les flavors de chacun pour pouvoir choisir celui qui correspond le plus à votre style. Et là aussi, en termes de service, qu'est-ce que tu perçois comme grands éléments dans les quelques secondes qui nous restent? Beaucoup de services. Donc Back to Basic aussi, énormément d'acteurs, de partenaires sur des services omnicanaux, énormément. Dans notre univers, tout ce qui est SCH virtuel, Virtual Try-on devient un must-have. C'est totalement maîtrisé aujourd'hui sur le maquillage, sur les sneakers. Vous pouvez essayer virtuellement des montres, des bijoux, des lunettes. Les vêtements, c'est pas encore totalement sec. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit beaucoup. Énormément de choses autour de la 3D, énormément de choses autour du live stream shopping. Donc c'est les vraies tendances de fond, à la fois dans les boutiques et surtout sur le salon. Et peut-être un mot de conclusion, Olivier, sur finalement cette NRF aussi, sur les tendances un peu de l'innovation perçue à cette occasion-là. Alors pour être honnête avec vous, je suis rentré à la fois très motivé, mais un petit peu déçu. C'est-à-dire qu'il y a objectivement, que ce soit au CES et à la NRF, quasiment zéro innovation. C'est-à-dire que je ne reviens pas avec des choses où je me dis j'ai vu un truc de dingue que j'ai jamais vu. Objectivement, pas du tout. On arrive certainement en haut d'une courbe et c'est un bon signe. C'est-à-dire qu'on est dans le niveau de la maturité, dans l'industrialisation de services qu'on connaît tous. Et ça, c'est une bonne chose. Après, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il n'y a plus de tech, plus d'écran, de la tech pour la tech dans les boutiques. On est là vraiment pour l'efficacité, proposer des expériences omnicanaux, online et offline. Et puis le dernier point, je dirais que, encore une fois, on parle énormément dans la presse, dans les médias, dans les conférences de Web3, de NFT, de Metaverse, de ChatGPT, de Midjourney, etc. New York, 0, 0, 0, 0. Ça n'existe pas du tout encore dans des salons comme la NRF. La bonne nouvelle, c'est que je suis sûr qu'en janvier prochain, 2024, ce sera certainement une tendance de fond, mais ce n'est pas encore une réalité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.